Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Ah oui, là il semblerait que le terme de sobriété étant vanté aujourd'hui dans notre société moderne et macroniste ait été un petit peu trop prise à la lettre par les Français, au point de mettre en danger le secteur viticole du deuxième producteur mondial de vin de la planète. Et oui, nous, la France. Le désamour semble grandissant entre le vin et les Français. Je rappelle quelques chiffres. En 1960, un Français consommait 120 litres de vin par an. Il en consomme aujourd'hui moins de 40 litres. Donc depuis 10 ans, la tendance s'est accélérée et la consommation nationale de vin rouge a baissé d'un tiers. Le secteur, qui emploie aujourd'hui près de 550 000 personnes, pourrait perdre encore un cinquième de ses effectifs dans les 10 prochaines années. Alors voilà, vous l'avez compris, une véritable décrue. Comment expliquer cette décrue ? Est-ce que ce phénomène est réversible dans la société moderne dans laquelle nous vivons? Et si oui, comment tenter de remettre le vin à l'honneur? Eh bien, pour en parler, avec qui d'autre en parler qu'avec un grand sommelier. Bonjour Philippe Forbrac. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes sommelier et vous avez remporté, je le disais tout à l'heure, le concours du meilleur sommelier du monde en 1992 à Rio de Janeiro. Vous êtes président de l'Union de la sommellerie française et dirigez le bistrot du sommelier qui se trouve boulevard Haussmann à Paris. Alors évidemment, j'imagine que cette étude qui est tombée récemment, alors qui ne fait que confirmer des tendances générales, mais doivent vous désoler. En tout cas, c'est ce que nous observons, nous, dans nos métiers, clairement, et les cavistes également. Et quand on discute avec notre entourage, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, autant dans les années 60, vous avez fait référence à des chiffres qui datent un petit peu aujourd'hui, mais qui sont très significatifs, le vin était une boisson quasiment considérée comme un aliment liquide quotidien. C'est vrai qu'on ne travaillait pas de la même façon, on ne vivait pas de la même façon. Il y avait un vrai réflexe. On consommait du vin à la maison, on consommait du vin à l'extérieur. Le travail agricole également était important. Le travail physique était très important. Aujourd'hui, oui. on est plutôt dans une civilisation, dans une société plus sédentaire, un petit peu moins physique, et puis effectivement un peu plus hygiénique. Donc du coup, il y a, je sais pas s'il y a un désamour, mais en tout cas, il y a moins ce réflexe de consommation. Le vin est plus rentré dans une dimension finalement culturelle que dans une dimension alimentation, comme elle était. Ce qui explique beaucoup cette différence. Oui, alors c'est intéressant de préciser tout de suite aussi qu'il y a une évolution de la société et qu'on est passé d'une société physique, de travail, de labeur, à une société sédentaire. Parce que certes, on a beaucoup ces images, même des agriculteurs qui mangeaient du pâté à 4 heures du matin, buvaient un verre de vin. Aujourd'hui, c'est sûr que si on a une réunion devant un ordinateur à 14 heures, il est plus difficile de se permettre de boire du vin à l'heure du déjeuner, par exemple. Absolument. C'est clair que toutes les visioconférences ont limité aussi le nombre de rencontres physiques avec les gens et notamment de repas. Vous disiez tout à l'heure que moi j'avais un établissement à Paris, le bistrot du sommelier. Effectivement, depuis maintenant une quarantaine d'années, on voit bien la différence. Il y a moins de repas d'affaires, les gens ont moins de temps. La consommation du vin en bouteille est passée au verre et aujourd'hui on hésite même des fois à prendre un verre. Je parle plutôt au déjeuner, au dîner, c'est différent. Les gens se font plus plaisir entre guillemets et prennent un peu plus de temps. Au niveau du déjeuner, il est clair qu'il y a une vraie évolution du comportement face à l'alimentation plus largement d'ailleurs. C'est pas simplement le vin, c'est l'ensemble de ces réflexes alimentaires qui ont été modifiés. Alors, est-ce que c'est pour le bien finalement de notre société, des Français ? On a aussi de plus en plus de slogans hygiénistes qui nous disent de ne pas boire trop de vin, que consommer trop est mauvais pour la santé. Et puis le renforcement également des contrôles sur les routes, il faut le préciser. Est-ce que finalement tout cela c'est pour le bien de notre santé, des Français ou pas seulement ? Alors tout ce qui est trop est négatif, clairement. Donc jamais nous
prôner le fait de boire beaucoup, mais surtout de boire bon, en matière notamment de vin et de comportement. Après, effectivement, voilà, il faut trouver un équilibre, je pense, dans tout ça. Vous disiez tout à l'heure que le vin rouge avait pas mal baissé, c'est vrai, mais le blanc augmente, et surtout le rosé. Donc il y a aussi cette différence de comportement par rapport aux produits eux-mêmes. Et c'est vrai que, par exemple, le Bordeaux souffre en ce moment, parce que c'est un très grand vignoble de rouge. Et comment vous l'expliquez, ça ? Il se réinvente d'ailleurs sur des blancs ou sur d'autres types de produits. On boit même vin liquoreux également. Donc voilà. Alors comment on explique que le rosé, par exemple, gagne des parts de marché au détriment effectivement du rouge, par exemple ? Le rosé, c'est un vin plus facile, plus accessible, pas nécessairement moins cher, parce qu'il y a des rouges à tous les prix et il y a des rosés aussi à tous les prix, y compris des rosés de chers, enfin voilà, mais justifiés parce qu'il y a aussi des rosés de grande qualité. Le rosé était un vin qui était considéré comme un vin. Je me souviens, il y a un certain nombre d'années, les gens me disaient, mais le rosé, est-ce que c'est vraiment un vin ? Oui, bien sûr, c'est un vin. C'est un vin vinifié et rosé. C'est peut-être d'ailleurs le plus ancien vin qui soit, parce que avant de maîtriser la technique œnologique de l'élaboration de rouge, qui est quand même pas évidente, les vins étaient sûrement essentiellement des rosés pendant longtemps. Le claret de Bordeaux, c'est le terme qu'on utilise, le clairet d'aujourd'hui, c'était finalement des rouges assez légers qui étaient tendance plutôt rosée que rouge. Donc c'est moins. Alors tout à l'heure je disais que ça rentrait dans un niveau culturel, le vin. Et c'est vrai que du coup, quelqu'un qui va choisir, même dans une carte des vins, un vin rouge particulier, les gens vont lui demander presque pourquoi tu as choisi ça. Si les personnes boivent du rosé, personne ne pose de questions, tout le monde juste en profite. Oui. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est aussi importante. Si on choisit un vin aujourd'hui, il faut presque justifier le fait d'avoir choisi tel vin. Ça fait partie, voilà, d'un peu de comportements sociaux. Et c'est pas évident notamment pour les rouges, d'être soumis à ce genre de situation, quoi. Alors, intéressant aussi sur le vin rouge, une époque, moi je vais citer ma grand-mère, on recommandait un verre de vin rouge tous les jours à table, au moins une fois par jour, en expliquant que le vin rouge était bon pour la santé. Aujourd'hui, bon nombre d'études s'entrechoquent finalement. L'une va dire qu'il est très mauvais de boire du vin tous les jours, l'autre pas. Mais en tout cas, on n'a plus ce côté, le vin rouge, c'est également comment dire, c'est comme la pomme aussi, le bon accompagnateur de la santé de la famille. C'est vrai. Il y a eu plein d'études qui ont été faites dans l'histoire de la viticulture et de l'alimentation, hein, parce que tout ça est très lié, et de la santé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'études, le fameux French Paradox, du docteur Reynaud, il y a un certain nombre d'années, qui expliquait effectivement que les vertus de la partie tanin, notamment les fameux polyphénols qu'on trouve dans le vin, qui ont des vertus anti-radicaux libres, donc qui protègent les artères, qui facilitent un certain nombre de choses. Quand c'est bu en quantité raisonnable, parce que le problème dans toutes les boissons alcooliques, c'est la partie alcool qu'il faut gérer. Il y a beaucoup d'éléments positifs. Ça reste effectivement une boisson à base d'alcool, donc il faut être prudent. Toute la consommation raisonnable, toutes les études montrent que c'est quand même plutôt assez favorable. Dès qu'on rentre dans des excès, effectivement, comme tous les excès, c'est plutôt nuisible. Donc, il faut être effectivement vigilant à ça. Il y a plein d'exemples qui montrent que des gens qui boivent effectivement raisonnablement et régulièrement un verre de vin ont plutôt une santé qui est tout à fait cohérente. Ce sont les abus qui sont finalement toujours négatifs. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, en fait, à chaque fois se dire que ces études qui montrent que ceux qui boivent un verre de vin de façon raisonnable se portent bien, est-ce que ce n'est pas aussi lié à une façon de consommer aussi de manière plus générale, c'est-à-dire par exemple en respectant par exemple au sein d'une structure familiale, en se retrouvant de façon conviviale autour d'un verre et d'un repas, les choses qui se font peut-être aussi qui sont de plus en plus déstructurées aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup moins ce cérémonial ou ce moment important de la rencontre à table. Les gens mangent quand ils ont faim, ils se lèvent, ils sont même chez eux, ils mangent un peu à la carte, entre guillemets. Il y a moins cet échange. Et ce changement de comportement finalement sociétal intervient sur la consommation de certains types de produits, sur les kilos solides, et sur la relation entre les gens, c'est clair. Oui. Et puis on parle moins de vin. Avant, la transmission se faisait aussi beaucoup à domicile, entre guillemets, à la maison, dans le cadre familial ou amical. Aujourd'hui, les gens qui ont envie d'apprendre le vin, chez eux, ils ont du mal à avoir les informations. Parce qu'il y a moins, effectivement, cette culture. Cette culture donc, aussi. ils vont dans des clubs, ils vont dans des restaurants. C'est là où on a besoin de rencontrer Philippe Forbach au bistrot du Sommelier, par exemple. Nous, on organise le vendredi souvent des rencontres avec des vignerons qui ont un gros succès. Et les gens ont envie de venir le rencontrer, mais également rencontrer des vignerons, enfin voilà, pour pouvoir apprendre, avoir des informations, échanger, simplement, et partager. Il y a une demande de transmission aussi, en fait, à travers le vin. Ce qui se fait moins dans le cadre aujourd'hui familial, comme ça se faisait avant. Alors, pour finir avec une petite touche d'humour, on va dire, Philippe Forbach, je vais vous citer le livre de Dr Maury, Soignez-vous par le vin, aux éditions Nil, qui était best-seller des années 70, qui a été réédité. Alors, vous avez une angine, Médoc. Vous avez des problèmes de vue, Bourgogne. Vous êtes cardiaque, Champagne sec. Vous êtes ballonné, vin d'Alsace. Voilà quelques conseils du docteur Maury dans ce guide qui a été publié la première fois en 1974, où le jus de la vigne, comme il dit, se transforme en rebelle universel. Alors bon, je n'aime pas dire que le docteur Maury avait raison sur tous les points. En tout cas, je pense que vous serez d'accord avec moi, Philippe Forbach, pour dire que le vin est aussi un produit culturel qu'il faut défendre en France et qu'il faut vraiment transmettre et défendre et continuer d'enseigner comme vous le faites vous au bistrot du sommelier. Absolument. Et rendez-vous pour tous ceux qui peuvent être intéressés par ce sujet, notamment à l'occasion du concours du meilleur sommelier du monde. Vous avez tout à l'heure rappelé que j'avais gagné ce concours il y a 30 ans aujourd'hui. En tant que président de l'Union nationale française, nous organisons, et c'est la première fois depuis 34 ans même, le concours du meilleur sommelier du monde à Paris, la Défense Arena, le 12 février prochain. Et tout le monde peut suivre ce concours. Exactement, il y a une billetterie de Paris la Défense Arena qui a été ouverte. Et tout le monde, pour la première fois de l'histoire, d'ailleurs, tout le monde, le grand public peut assister à cette incroyable finale du meilleur sommelier du monde qui va réunir justement tous les sommeliers de la planète, puisque 66 pays participent et que les 3 meilleurs vont s'affronter effectivement pour la beauté de notre métier de sommelier sur la scène de Paris la Défense Arena le 12 février prochain. Eh bien, c'est bien noté et puis c'est vrai que ça doit être absolument passionnant. Donc voilà, j'invite tous nos éditeurs à se retrouver Paris la Défense Arena donc en février. Merci beaucoup Philippe Forbach, sommelier. Vous dirigez ce bistrot du sommelier, boulevard Haussmann à Paris. Et puis donc, je le rappelle, vous avez remporté ce concours du meilleur sommelier du monde en 1992. Concours donc qui est réitéré cette année en février auquel vous pouvez vous inscrire, chers auditeurs. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.